Bon, absolument. Je crois que les confessions religieuses, notamment Senko et ECC, accusées à tort par les pouvoirs en place d'être à manœuvre de bloquer ce processus, je crois que la Senko a donné une ouverture qui doit pouvoir réveiller tout le monde. C'est que devant une manœuvre dilatoire du pouvoir, de vouloir torpiller ce processus à vouloir avoir une CENI aux ordres. Parce qu'avec cette histoire finalement de 6 confessions religieuses contre 2 autres, à lieu place d'un consensus large pour obtenir un candidat consensuel, on voit bien que le pouvoir actuel soutient mordicus à ce que l'Assemblée nationale entérine un PV contesté par 2 autres confessions et les plus grandes. C'est ça qui est un problème. Nous pensons que cette ouverture donnée dans les recommandations de Senko et ECC pour que l'administration technique de la CENI se mette à l'œuvre et use des moyens nécessaires que l'État a l'obligation de lui donner pour commencer déjà les opérations nécessaires. C'est constitutionnel, madame. Et le mandat d'un président de la République n'est pas lié au mandat du président de la CENI. Les gens doivent le retenir. Le mandat du président est limité dans les temps. C'est à partir des prestations de serment. Dès qu'il a fait 5 ans, il doit dire bye-bye à la République parce que c'est un locataire au palais de la nation. C'est comme ça que toutes les démocraties fonctionnent. Mais ces manœuvres tendant à faire croire aux gens que parce que ils ont réussi à retarder la désignation de nouveaux animateurs du bureau et de la plénière, que ça sera la manœuvre d'obtenir, d'autres parlent d'un dialogue, d'autres parlent des forums, c'est pas moi de cohésion nationale. Non, je crois que nous n'allons pas les suivre, parce que, en tout cas, nous de l'opposition, on s'est déjà exprimé pour faciliter la tâche à ce qu'il y ait un consensus plus large, mais on comprend bien que le pouvoir c'est complet à rester au fauteuil, rien que pour le pouvoir, sans s'intéresser aux soucis de la population. C'est tout ce que nous disons. Donc nous soutenons que c'est possible et qu'il faut que le gouvernement libère les moyens qui doivent être donnés à la CENI pour faire les opérations constitutionnelles. C'est bien prescrit dans l'article 211, toutes les opérations nécessaires que cette administration qui a une expérience depuis 2010, si nous ne voulons pas commencer par la CEI de 2000, parce qu'il y a eu la mutation en 2010, en tout cas, ils ont l'expérience nécessaire et c'est le secrétariat exécutif national qui coordonne tous les services de la CENI qui peuvent faire les opérations préélectorales, par exemple, révision du fichier électoral, enrôlement, et ainsi de suite, pour préparer. Et ils feront rapport à la plénière après. Donc la plénière, les membres de la plénière qui viennent après, qui viennent aujourd'hui ou après, c'est d'abord tous les services pour faire les opérations préélectorales. C'est l'administration technique de la CENI qui assume ce travail-là. Nous ne voyons pas pourquoi ils doivent être privés, parce qu'on a même suivi Siré Refi aujourd'hui, qu'ils ont 10 mois impayés. Madame, les gens doivent savoir que notre constitution ici a érigé en infraction de haute trahison celui qui veut instituer d'une manière ou d'une autre l'avènement d'un parti unique, parce que finalement l'union sacrée, ils croient qu'ils doivent tout faire, avoir tous les pouvoirs entre leurs mains. C'est puni d'infraction imprescriptible de haute trahison, c'est l'article 7 de notre constitution. Parfois les gens ne lisent pas. On ne peut pas, la Constitution ne peut pas dire, et les lois de la République ne peuvent pas dire qu'on institue une commission indépendante. Attaquer une commission permanente, ça veut dire qu'il doit travailler de manière permanente, et qu'un pouvoir, parce qu'il est en place, prive, comme on serve un bébé, cette CENI-là qui a des travails au quotidien, cette CENI dont l'administration doit travailler jour pour jour, 24 heures sur 24 heures, et qui fera rapport au bureau après. Parce que le bureau, c'est la conception, peut-être les délibérations sur les résultats qui sont déjà là. C'est tout ce que nous disons. Non, le bureau qui est là maintenant, le bureau de la CENI, qui est fait mandat et qui est là, madame, et il est là par défaut.
de la désignation de nouveaux membres. Le bureau-là doit continuer. Ce n'est pas par la volonté de ce bureau-là ou de cette plénière-là. Ce n'est ni par la volonté ou par les manœuvres, comme vous le dites. C'est la loi qui dit que le bureau reste jusqu'à l'installation de nouveaux bureaux. Alors, la manie que finalement, ce qu'on sent chez le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, d'envoyer toujours des petites requêtes en catimini au niveau de la Cour constitutionnelle pour qu'il s'arrange, pour insérer des petites phrases dans les arrêts qui sortent. Ça, c'est la tricherie. C'est ce que je suis en train de dénoncer comme étant une intention de vouloir dire à tout le monde que c'est le chef de l'État qui a tous les pouvoirs, qui a plus de séparation du pouvoir et que c'est le chef de l'État qui décide, comme il a dit sur VOA, que j'ai donné les instructions à Mbosso et voilà que Mbosso envoie maintenant sa requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Et pour interpréter quels articles, madame? Article 221 de la Cour de la Constitution, qui est pourtant clair que la CENI est une institution indépendante et elle est là pour l'organisation des élections. Madame, il demande encore l'interprétation de quel article? De l'article 12 alinéa 2 de cette loi, de la loi organique qui a été votée en 2010 lorsqu'il fallait opérer la mutation de la CEI à la CENI. Et que pour ça, l'article 12 aussi est clair. Parce que l'article 12, si vous prenez l'alinéa premier, on vous dit que les membres du bureau de la CENI ou de la plénière sont désignés parmi. Parce que le verbe utilisé là-bas par les législateurs, c'est ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes. Et que l'alinéa D, pour lequel il demande lui l'interprétation, c'est là où on dit que l'Assemblée nationale entérine la désignation de ses membres. Ça veut dire que la désignation n'est pas l'affaire de l'Assemblée nationale, même s'il faut prendre cet article 12, qui est un ancien article, parce que dans la loi actuelle, pour montrer toujours la tricherie, il y a un autre article. Pourquoi il n'a pas demandé l'interprétation de l'article 12 de la loi actuelle, qui est pourtant clair, pour dire, contrairement à l'ancien article, que la désignation du président de la CENI, ce sont les confessions religieuses. Parce que dans l'ancien article 12, il ne donnait pas de précision. Mais dans l'actuel article 12, on précise bien que les membres de la CENI, qui doivent être désignés parmi les personnalités indépendantes, mais ils sont désignés par les composantes qui sont précisées. Par exemple, pour le président, on précise bien dans cet article que c'est les confessions religieuses. Et le premier vice-président, c'est la majorité, donc de Mbosso. Et le deuxième vice, c'est l'opposition. Ce poste-là n'existait pas dans les anciennes CENI et qui existe aujourd'hui. Donc, vous voyez la manœuvre qu'il y a. Même l'article 53, quand on lit les dispositifs de cet arrêt qui a été lu par la Cour constitutionnelle. Cet article-là, dans la loi de 2010, sur donner un délai de 48 heures au bureau de l'Assemblée nationale, pour que, parce qu'il y a eu la mutation de CEI à CENI, pour qu'on installe un nouveau bureau de la CENI dans les 45 jours. Mais comment Mbosso, lui, peut encore prendre cet article pour vouloir y tirer un bénéfice, alors qu'il y a une nouvelle loi sur la CENI qui n'en parle pas? Je suis d'accord sur ce point avec la Cour, lorsqu'il dit que ce délai n'était qu'indicatif, et c'était par rapport à la publication de cette loi de 2010, et non par rapport à l'actuelle loi qui a été votée, pour que Louis Mbosso cherche à tirer bénéfice de ça et qui commence à vanter ces délais butoirs ou c'est pas moi quel délai qui continue à donner aux parties prenantes. Consacré dans l'actuelle loi, c'est le consensus. Et ici, je voudrais dire à haute voix que la Cour aussi, alors qu'il a dit qu'elle est incompétente pour interpréter
les articles 210 de la Constitution et donc l'article 210 de la Constitution et l'article 12 alinéa 2, qui est en réalité un ancien article, parce qu'aujourd'hui il y a un nouveau article 12. Je crois que, après avoir dit qu'elle est incompétente, mais elle s'est dit quand même compétente pour interpréter l'article 53, juste tirer une quelconque dividende dans ce qui est dit là-bas par rapport au délai indicatif, en disant que il n'y a pas de délai qui doit être donné. Mais il est allé ultra petit A lorsqu'il va jusqu'à demander au bureau de poursuivre la désignation des membres de la CENI, alors que la désignation est l'œuvre des composantes, l'œuvre des parties prenantes et non l'œuvre du bureau. L'article 53, où on parlait des délais de 45 jours pour installer les nouveaux bureaux de la CENI, c'est différent de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et donc la Cour ne pouvait pas ajouter cette phrase-là, qui est une phrase de trop, et qui fait donc, pour moi, le fait qu'ils aient jugé ultra petit, parce que ça n'a pas été demandé dans la requête, lui ne demandait que l'interprétation, et puis des articles en réalité qui ne sont pas dans la nouvelle loi, ou pour les amener à dire autre chose que ce qui est dans la loi. La désignation, c'est l'œuvre des parties prenantes, et c'est l'article 12, et même l'article 10, où ils ont calé, c'est précisé dedans, par poste, quelle est la composante précise qui désigne, mais l'Assemblée ne vient que comme autorité d'entérinement. Mais la désignation, c'est avant ça. Et entre la désignation et l'entérinement, il y a un travail qui est dans comme innovation dans la nouvelle loi sur la CENI, qui est le travail de la commission paritaire, madame. Et là aussi, pour insister toujours sur cette infraction de haute trahison, lorsque les gens veulent ignorer l'opposition, lorsque les gens veulent nous ramener à l'époque des partis uniques, vous voyez bien que la Cour fait encore insérer quelque chose de dangereux ici, que Mbosso risque d'utiliser pour aller trop loin, comme on l'a fait pour les mandats des députés, l'interprétation des mandats impératifs ou non impératifs des députés. Donc cette manie-là, c'est quand même très dangereux pour cette Cour-là, de vouloir toujours insérer des petites phrases de trop dans les décisions qu'ils prennent, mais des phrases de trop que Mbosso risque d'utiliser malheureusement simplement dans l'intention, parce que ça serait conspirer contre la République, ça serait conspirer contre la démocratie dans notre pays, ça serait conspirer contre la séparation du pouvoir, ça serait conspirer contre ce qui est prescrit à l'article 7 de notre Constitution. La souveraineté appartient au peuple et l'exercice de la démocratie, c'est à travers les partis politiques. Lorsqu'on veut instituer l'Union sacrée comme un parti unique qui doit se décider et même se substituer aux organes, aux institutions de la République, ça serait malheureux. Si c'est vraiment ça le sens qu'on veut donner à cet arrêt. Si ce n'est pas ça le sens qu'on veut donner à cet arrêt, mais c'est tant mieux que les gens sachent que la désignation, ce n'est pas le bureau de l'Assemblée nationale, mais plutôt l'œuvre des composantes, et que l'Assemblée n'attend que l'œuvre de l'entérinement. Je répète que Mbosso doit laisser ses petites manies d'envoyer des requêtes clandestines à la Cour, et que la Cour cesse d'insérer des petites phrases de trop pour simplement amener des institutions se substituer au rôle des autres. Parce qu'à ce moment-là, ça sera du désordre total et ça sera aller vers le chaos. Tout ce que tout le monde demande, c'est qu'on laisse chacun faire jouer le rôle, ceux qui ont le rôle de désigner, de les faire à toute liberté pour trouver un consensus et d'envoyer les noms, et que la commission-là de l'Union sacrée, nous de l'opposition, nous ne la reconnaissons pas. Si elles veulent ignorer l'opposition dans ces pays,
J'ai dit que l'article 7 est là, l'article 8 est là, et c'est dangereux pour la démocratie. Ils doivent pouvoir respecter la Constitution, tout le monde, que ce soit le chef de l'État, que ce soit le président Bosso, que ce soit la Cour constitutionnelle, tout le monde doit respecter notre Constitution. Je lisais dans la presse, effectivement, qu'il y a eu une messe noire. Donc, tout ce qui a été dénoncé là comme acte de corruption, ça ne suffit toujours pas. Il y a une vaillante dame députée qui avait dénoncé que l'argent circulait dans la plaie, dans l'hémicycle même. Donc, ça ne suffit toujours pas. Le fait que les gens dénoncent, que la population crie contre tout ce que nous subissons, cette histoire d'opération de Jeep, ça ne suffit toujours pas pour ces régimes, pour voir que c'est vraiment un régime antisocial, parce que quand on organise comme ça une taxe RAM, qui n'est pas organisée par une loi, madame, et dont les fruits, on ne connaît ni la destination, ni pourquoi elle a été. C'est une raison pour faire partir un membre du gouvernement? Bon, le départ des membres, je crois que c'est un mécanisme constitutionnel. Lorsque les députés, dans leur rôle de contrôler le gouvernement, estiment qu'un tel ministre qui agit contre les intérêts du peuple puisse partir. C'est un mécanisme constitutionnel. Moi, j'ai encore dit qu'au-delà de son départ, il faut que le gouvernement organise les mécanismes de l'opération retour de tout cet argent qui a été ponctionné sur chaque citoyen. Plus de 38 000 millions de Congolais, parce qu'ils disent qu'ils avaient déjà enregistré 38 millions de Congolais, si nous croyons leur déclaration. Et à cela, si on croit aussi aux chiffres donnés par l'ODEP, de plus de 260 millions de dollars déjà ponctionnés, je crois qu'il faut très rapidement que le gouvernement, ce gouvernement antisocial, organise l'opération de remboursement à chacun. Parce que ces numéros, ces citoyens victimes de ces vols, victimes de cette escroquerie, sont donc identifiés. Autre chose à ajouter? Non, madame, simplement pour dire que nous sommes vraiment en train de regretter et que cette leçon que nous venons d'avoir dans cette phase de désignation des membres de la CENI, il faut que les gens sachent que quand on est président de la République, c'est pour un mandat. Et que quand on organise les élections, c'est par une institution indépendante. Et la Constitution et les lois disent qu'il ne peut recevoir ni injonction ni orientation d'autres institutions. Et que je vais commencer à insister pour vulgariser nos lois, pour dire qu'il y a une infraction de haute trahison de ceux-là qui s'érigent contre la démocratie en instituant des partis uniques. Même dans la tentative, la simple tentative est punie. Parce que vous ne pouvez pas, c'est vrai, la CENI, et dire que vous attendrez que le jour où les membres du bureau et de la plénière seront désignés pour commencer à donner le budget qui leur est reconnu de manière permanente, parce que la loi dit que la CENI est permanente. Et que donc, je pense que si ce mécanisme est brandi devant tout le monde respectera la loi et on donnera les budgets nécessaires. Et cette histoire de vouloir dire que nous attendons la désignation pour commencer les opérations préélectorales et donner les budgets, ça va cesser. Le budget de la CENI, c'est un budget obligatoire, c'est par la loi. Il faut leur donner. Vous leur privez ça, vous tomberez sous la loi, sous l'article 7 de la haute trahison. Si c'est le président et le premier ministre qui doivent donner ordre pour que ces budgets doivent être exécutés, et si c'est dans l'intention de nous amener dans leur dialogue ou c'est pas moi, forum national, on n'en veut pas. Ce que nous voulons, c'est des élections à 2023.